l'intervenant suivant. Alors on va donc, discuter avec Caroline Valibous qui va nous présenter son travail sur la récidive post-opératoire après résection iléosécale pour maladie de Crohn. Et puis tu vas nous expliquer tout ça parce que le titre est très long. J'ai un peu rapide. Bonjour, je suis Caroline Valibous, je suis interne en chirurgie viscérale à Lille. Et donc l'ASTA que je vais présenter porte sur mon travail de Master 2 que j'ai effectué au sein du laboratoire du Lyric à Lille, sous la direction du professeur Zardoub et du professeur Desvelots. Et donc ils ont porté sur la prévention de la récidive post-opératoire de la maladie de Crohn. Parce que on connaît bien le rôle des bactéries dans la récidive post-opératoire. D'ailleurs, lorsqu'on traite les patients par antibiothérapie dans le post-opératoire, eh bien, on prévient cette récidive. Mais pour des raisons de sélection bactérienne ou de tolérance sur le long cours, on ne peut pas traiter les patients longtemps avec antibiotiques. Donc l'idée d'agir sur la flore bactérienne pour prévenir cette récidive, elle est bonne, mais les moyens qu'on a de la mettre en œuvre pour l'instant ne sont pas adaptés à la clinique humaine. Donc notre idée, ça a été de vérifier l'impact d'une bactérie en particulier dans la récidive et de la traiter de manière très ciblée et imminente. Donc la maladie de Crohn, actuellement, c'est un problème de santé publique dans le monde parce qu'elle est fréquente, elle touche environ 1 million de personnes en Europe et qu'elle est très liée à la chirurgie puisque 60% des patients environ vont être opérés au moins une fois dans leur vie. Et chez les patients qui présentent une forme idéale, ce qui est la majorité des cas, eh bien, on a une récidive endoscopique, donc des lésions, qui est précoce et fréquente puisque c'est 80% des patients à 1 an. Et cette récidive endoscopique, elle précède la récidive clinique, donc la réapparition des douleurs, qui précède elle-même une seconde intervention chirurgicale dans 35% des cas. Donc la prise en charge de cette récidive, elle est très importante pour les patients atteints de maladie de Crohn, puisque pour l'instant, on n'a que des traitements suspensifs, on n'a pas de traitement préventif, et que ça va mener à des résections intestinales répétées chez des patients qui sont jeunes et qui peuvent terminer avec une stomie, donc avec une qualité de vie qui est dégradée. Et donc, pourquoi est-ce que ces patients récidivent ? Eh bien, on sait que les patients atteints de maladie de Crohn ont un déséquilibre de leur flore intestinale qu'on appelle une dysbiose, au sein de laquelle on a identifié une nouvelle forme d'Escherichia coli, qu'on nomme Escherichia coli adhérent et invasif, qui est présent chez un tiers des patients atteints de maladie de Crohn et qui joue un rôle important dans la récidive et la sévérité. Une autre des choses qui limitait un peu l'étude de cette récidive et donc la possibilité d'expérimentation de nouveaux traitements, c'est qu'on n'avait pas encore de modèle animal de récidive post-opératoire de maladie de Crohn. Et au sein de notre laboratoire du Lyric, on a développé depuis quelques années un nouveau et unique modèle de récidive post-opératoire périanastomotique de la maladie de Crohn chez un rat transgénique qu'on appelle le rat transgénique HLA-B27, qui lui en fait n'est pas un modèle de colite induite, c'est un modèle de colite spontanée initialement qui débute dès la 2e semaine. Et donc, lorsqu'on a opéré ces rats dans une maladie conventionnelle, c'est-à-dire une maladie qui n'était pas contrôlée en germe, d'une résection iléosécale avec anastomostome notamment à la 12e semaine de vie, et qu'on observait la récidive au niveau périanastomotique 6 semaines plus tard, eh bien, on s'est aperçu que tous les rats transgéniques avaient une récidive post-opératoire en comparaison avec les rats non transgéniques. Et lorsqu'on traitait ces rats par une antibiothérapie dans le périopératoire et jusqu'au sacrifice, eh bien, on prévenait cette récidive, ce qui montre bien que, de notre modèle comme chez l'homme, la récidive est dépendante de l'environnement bactérien. On s'est ensuite intéressé, donc, comme je disais, à une population bactérienne en particulier pour cibler en fait, le traitement de la récidive. Et donc, on a levé les rats dans une maladie qui est contrôlée en germe, c'est-à-dire qu'à l'entrée, les rats avaient un contrôle sanitaire pour vérifier qu'ils n'étaient pas colonisés par des bactéries déjà pathogènes comme des Clostridium. Et donc, ces rats qui ont opéré une résection iléosécale, eh bien, ils ne récidivaient que très peu dans cette animalerie. Et lorsqu'on les a gavés en AIEC, c'est ce qu'on voit ici le groupe transgénique AIEC, eh bien, on avait 5 fois plus de récidives. Donc, on avait réussi en fait à mettre en place un modèle de récidive post-opératoire induite par la bactérie pathogène, induite par les AIEC. Et donc, l'étape suivante, qui était le sujet de mon master, était en fait d'étudier donc une stratégie thérapeutique ciblée contre ces AIEC. Et pour cela, on a traité les rats avec une levure qui est un probiotique qui se nomme Saccharomyces cerevisiae CNCMI 3856, dont le mécanisme d'action, en fait, si c'est schématisé, serait une inhibition de l'adhésion des AIEC à leur récepteur entérocytaire par une adhésion des Saccharomyces au niveau de protéines spécifiques entourant les AIEC.
Pour étudier donc l'effet de ce traitement préventif, sur les 49 rats qu'on a opérés en tout, on a comparé principalement deux groupes de rats transgéniques opérés. Un groupe de rats transgéniques qui recevait que la bactérie pathogène, donc qui avait une récidive induite aux AIEC, et un groupe de rats transgéniques qui recevait la bactérie pathogène et le traitement préventif par Saccharomyces. On avait également un groupe de rats contrôle transgénique du traitement pour vérifier qu'il n'était pas délétère en lui-même, et des groupes de rats contrôle non transgéniques qui correspondaient en fait au groupe de rats transgéniques. Donc tous les rats étaient opérés à la deuxième semaine de vie d'une résection iléosécale avec élastomose terminale et étaient sacrifiés 6 semaines plus tard à la semaine 18. Les cavages en AIEC et en Saccharomyces stérilisés commençaient dans le préopératoire, respectivement 1 semaine et 2 semaines avant, et ensuite étaient poursuivis tout au long du suivi de manière quotidienne jusqu'au sacrifice. Pour évaluer cette récidive donc, au moment du sacrifice, on s'est basé sur les critères macroscopiques, c'est-à-dire qu'on ouvrait le tube digestif à l'aide d'un score qu'on a développé dans le laboratoire au cours des années précédentes et qui est basé sur le score de Rutgers, allant de 0 à 4. Ici, on a donc une anastomose ouverte avec l'intestin grêle là et là le côlon, l'anastomose qui est ici. Donc là, c'est normal, on est à 0. 1, c'était la présence de lésions congestives. 2, c'était la présence d'ulcération qui faisait moins de 20% de l'anastomose. 3, des ulcérations supérieures à 20% de l'anastomose. Et 4, la présence de inflammatoires. Sachant que nous, on a défini une récidive comme la présence d'ulcération, donc un score supérieur ou égal à 2. Hop là. On a également évalué la récidive sur la sévérité des lésions histologiques à l'aide d'un score global de la région périanastomotique qui a été formé par l'addition du score histologique de l'intestin grêle et du score histologique du côlon qui était coté par le même score allant de 0 à 6 en fonction des lésions observées et de l'étendue des lésions. Pour étudier le mécanisme d'action de Saccharomyces stérilisés, donc on suspectait une inhibition de la lésion, on a quantifié le taux de bactéries, donc d'AIEC, au niveau de la muqueuse adhérente et au niveau des fesses, donc au niveau de la lumière, au moment de la chirurgie et au moment du sacrifice. Donc, je vais vous présenter les résultats. En ce qui concerne la récidive en elle-même, eh bien, on avait une prévention de la récidive chez les rats qui avaient reçu le traitement préventif par Saccharomyces, en comparaison avec les rats qui n'avaient reçu que la bactérie pathogène, puisqu'on passait d'un taux à 87,5%, c'est à peu près les taux qu'on a sur ce modèle de récidive aux AIEC, à un taux de 46%. Et lorsqu'on regardait la sévérité des lésions au niveau du score macroscopique de 0 à 4, eh bien, on avait des lésions macroscopiques qui étaient moins sévères et de manière significative dans le groupe qui recevait le traitement préventif par Saccharomyces, en comparaison avec le groupe qui ne recevait que la bactérie ou que les AIEC. Lorsqu'ensuite on s'intéressait à la sévérité des lésions au microscope, donc les lésions histologiques, et bien là encore, on avait des lésions histologiques qui étaient moins sévères et de manière très significative dans le groupe de rats qui recevait Saccharomyces en plus des AIEC, d'ailleurs qui atteignaient à peu près le même niveau d'inflammation, de sévérité de lésion que le groupe de rats contrôle transgénique qui ne recevait que les Saccharomyces. Donc en comparaison avec le groupe de rats qui avait la récidive induite aux AIEC et qui n'avait pas de traitement préventif. Donc, en ce qui concerne le mécanisme d'action, je vous ai dit on a quantifié le taux d'AIEC pour les rats qui en recevaient au moment de la chirurgie, donc AS12, c'est ce qu'on voit ici en colonne quadrillée, et au moment du sacrifice AS18, et on a comparé donc le taux d'AIEC persistant au niveau de la muqueuse, donc au niveau adhérent, et au niveau des fesses, donc au niveau luminal. Et on avait une diminution très significative du taux d'AIEC adhérent à la muqueuse entre l'opération et le sacrifice chez les rats qui étaient traités par Saccharomyces. Et on retrouvait ce résultat également au niveau luminal. Le mécanisme d'action suspecté serait donc que ça diminue l'adhésion, et donc en empêchant les AIEC de se répliquer dans leur milieu de prédilection qui est la muqueuse intestinale, eh bien ça diminue également l'expression au niveau de la lumière. Donc voilà, donc en conclusion, eh bien, Saccharomyces stérilisés semble prévenir la récidive ainsi que la sévérité des lésions AIEC induites dans notre modèle animal. Et on avait également des résultats qui étaient similaires en histologie. Et cette prévention de la récidive et de sa sévérité, elle semble passer par un mécanisme d'inhibition de l'adhésion de cette bactérie pathogène au niveau de la muqueuse périanastomotique. Donc, les données de notre étude suggèrent que ce probiotique, qui en plus a une très bonne tolérance, on n'avait aucune lésion chez les rats contrôle, et chez l'homme c'est déjà utilisé, c'était déjà utilisé dans la colopathie fonctionnelle.
ça pourrait constituer une nouvelle perspective de prise en charge, donc dans le post-opératoire des patients opérés d'une résection iléo-cécale pour maladie de Crohn. Et cette thérapeutique, ces stratégies ciblées qu'on essaie de mettre en œuvre, on continue à les faire, parce que pareil, moi je continue par les thèses d'université, donc on continue à opérer des rats dans ce protocole-là pour avoir plus de puissance. On est déjà à la deuxième manip suite à celle qu'on avait faite. Et ensuite, on a envie de tester un peu tout ce qui est phagothérapie, donc thérapie ciblée par des virus bactériophages, toujours envers les AIEC. Donc toujours dans cette idée d'avoir une bonne tolérance, d'avoir un traitement ciblé pour les patients avec une bonne tolérance dans le post-opératoire. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Caroline. Énorme travail de chirurgie. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je suis ébloui par la séance de soins. J'arrive en fin de carrière, j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait beaucoup de chirurgie expérimentale, peut-être qu'on la faisait, ça a été très bien écrit par Xavier Martin. Mais là, on assiste, avec votre génération, à un renouvellement complet de la chirurgie française. Et ça, nous le devons tous, en grande partie, à Dominique Franco, avec qui j'ai travaillé et que j'aime bien beaucoup. Insister sur la formation scientifique des jeunes chirurgiens, je ne sais pas qui s'en est travaillé. Je vous souhaite aussi brillant possible. Mais de toute façon, qu'à votre âge, vous soyez impliqués là-dedans, c'est fondamental. Ensuite, en fonction de l'endroit où vous irez travailler, vous l'appliquerez ou vous ne l'appliquerez pas. C'est pas important. L'important, c'est la rigueur que vous avez acquise dans l'expérimentation, dans la recherche fondamentale, qui vous permettra de très bien soigner. Moi, j'ai appris la chirurgie, non pas avec mes maîtres, mais avec le laboratoire. J'ai appris une chirurgie technique. La médecine, je l'ai appris dans d'autres endroits. Et vous, votre génération va apporter un renouvellement fantastique de la chirurgie française. Et je vous assure, c'est la même chose aux jeunes chirurgiens qui nous appareillent de la transformation esthétique. Et c'est fabuleux parce qu'au lieu de parler d'une opération qui concerne 10 patients par an, c'est 100 000 patients par an. C'est absolument extraordinaire. C'est tout ce que je voulais vous dire. Je suis très amusé. Il y a des questions. Oui. Je vais essayer de parler fort. En fait, est-ce que dans un contrôle, est-ce que vous auriez utilisé d'autres bactéries que les AIEC? Eh bien, on est en train de le faire justement. Donc, on est en train là, on est en pleine manip justement. On a ajouté un groupe de contrôle euphorie commençant. On a mis une bactérie unisol. On l'avait déjà fait auparavant, mais dans l'animalerie qui n'était pas contrôlée. Donc là, on aimerait contrôler, on essaie de vérifier un petit peu, voir, et on fait également des tests d'invasion, parce que c'est comme ça qu'on sait s'il y a toute une partie de bactéries qui est un peu plus poussée. Donc, on fait également des tests d'invasion, voir si, puisque c'est vrai que c'est découvert depuis 20 ans, mais on est encore en pleine recherche dessus, hein, donc pour voir si vous comparez avec l'invasion, en tout cas chez le rat, des bactéries Escherichia coli adhérentes et invasives, pour comparer. Et ma deuxième question, c'est que ce modèle est un modèle de spondylarthrite. Oui, aussi. Et globalement, est-ce que vous avez un effet sur l'arthrite? Alors, ça, c'est pas moi qui l'étudie, c'est une de mes collègues qui est également en Master 2 au sein du LERI, qui poursuit par sa thèse de science, une chirurgienne dentaire, qui elle, effectivement, fait des liens entre les spondylarthrites, la parodontite et la colite. Mais moi, je me suis vraiment focalisée sur mais c'est étudié dans le laboratoire, il y a des gens qui travaillent dessus, mais moi, j'étais vraiment focalisée sur tout ce qui était récidive et colite et la partie digestive de ce modèle animal. Oui, une question une fois de plus un petit peu candide, parce que ce qui m'interroge, c'est votre démarche intellectuelle, c'est ce qui vous a amené en fait, à mener ce travail. Et je me pose la question, une fois de plus, je répète vraiment très candide, sur les lésions inflammatoires gastro-duodénales et Helicobacter pylori. C'est-à-dire qu'il y a des germes qui entraînent des lésions inflammatoires dans la région gastro-duodénale et qui sont traitées, donc, comme vous le savez, par des antibiotiques. Oui. Est-ce que c'est ce type de choses qui a pu vous inspirer, bien que, évidemment, l'environnement bactériologique soit très différent à ce niveau-là que dans la région dans le côlon, mais je voulais savoir si éventuellement, ce qui a été fait pour les lésions inflammatoires gastro-duodénales a pu inspirer des travaux comme ça pour les lésions inflammatoires colorectales. En fait, je pense que c'est plus, c'est au niveau du laboratoire où ils travaillent sur les AIEC. La personne qui a découvert les AIEC avec l'équipe, c'est une équipe de Clermont-Ferrand, travaille à Lille en fait, au sein du LERIC. Et donc, comme on travaille dessus, et c'est un peu les dada de notre laboratoire depuis longtemps en fait,
pour ça qu'on essaie de cibler cette bactérie, sachant qu'elle est dans le Crohn. Mais effectivement, c'est des thérapies ciblées, mais par exemple pour les Helicobacter pylori, ils traitent par antibiotiques, mais c'est le spectre large. Et en une fois, on traite, et après, normalement, c'est éradiqué. Mais alors que là, en fait, dans le Crohn, on peut traiter les patients qui ne récidivent pas aux antibiotiques. Mais par contre, dès qu'on arrête, c'est suspensible. Ils vont récidiver. Tout comme quand on ne les rétablit pas après une résection, ils ne récidivent pas jusqu'à ce qu'on les rétablisse. Donc c'est ce problème-là en fait de traitement suspensif, et les antibiotiques marchent bien, mais on ne peut pas mettre les patients 1 an sous antibiotiques, 2 ans sous antibiotiques. Donc c'est cette idée vraiment de cibler les bactéries pathogènes, les bactéries qui sont dérégulées dans la flore intestinale des patients atteints de maladie Crohn, pour pouvoir les traiter au long cours, parce que ce sont des patients chroniques en fait, c'est une maladie chronique. Il faut avoir une première résection à 25 ans et on sait que le délai c'est de 4 à 6 mois, de 6 mois à 4 ans on va être très équilibré une deuxième fois. On a envie d'améliorer un peu leur qualité de vie. Une dernière question. Oui, d'abord bravo pour votre présentation et pour la continuité du modèle dans ce laboratoire. Je trouve que c'est vraiment très joli, ça évolue bien. Alors comment vous voyez l'application clinique, à quel terme, en quelles conditions? Est-ce que vous avez créé une boîte pour utiliser ce produit comme traitement dans différentes maladies par exemple? En fait, on travaille avec déjà une entreprise privée qui est le SAPRE, qui produit donc, les levures. Donc on avait déjà collaboré avec eux, enfin moi personnellement au sein du laboratoire pour développer donc, le traitement pour la colopathie fonctionnelle, qui marche bien. Hein. Et donc voilà, après ce sera pas. Les résultats en fait ne nous appartiennent pas à nous, c'est leurs produits qui nous donnent leurs produits pour qu'on travaille avec eux. Et donc là, le but c'est surtout en fait de continuer d'avoir un modèle suffisamment fiable avec tous les contrôles possibles. Après de publier un papier correct pour exposer l'idée, et effectivement à terme, et bien voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement créer un essai clinique, mais il y a tellement de démarches avant, mais oui, c'est à terme, on peut, c'est une levure, c'est même dans le pain, ça n'a aucun effet délétère chez les patients, on a envie de les traiter, on a envie de tester chez l'homme, voir si on peut aider ces patients en post-opératoire. Vous en donnez aux patients là? Non, pas celui-là, mais un générique, un Alors, on ne parle pas longtemps, mais j'ai un papier fonctionnel qui s'appelle Ipsion. Mais est-ce que toi, quand tu opères un patient, tu as envie de lui donner ça en post-opératoire? Tu lui donnes des petits sachets en partant en disant... Je suis un peu jeune pour prendre la décision, c'est à eux de dire je vais traiter votre patient, monsieur le professeur, avec le traitement en master 2. Mais oui, moi j'aimerais bien, effectivement, je me dis pourquoi est-ce qu'on essaierait, je pense que c'est pas très facile, mais pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de leur donner un petit peu, vu que c'est qu'une levure, pour voir, après c'est un tiers des patients les ALK, c'est pas non plus tous les patients, mais bon, si on peut comme ça, moi ça m'intéresse énormément de le faire d'ailleurs, c'est pour ça que voilà, je continue parce que j'ai pas envie d'arrêter. Voilà. Encore bravo. Bravo. Merci.